J'ouvre le second débat de ce Sens Public consacré à un scandale qui dure, celui des féminicides depuis l'année terrible de 2019 où 153 femmes avaient été tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons. Ce bilan mortifère n'a jamais vraiment baissé. Est-ce par manque de volonté politique? Faut-il plus de moyens, plus d'argent? Que changerait l'inscription du féminicide dans notre code pénal? Avant de répondre à ces questions, le reportage de Fabien Recker. Il a rencontré Sandrine Bouchet dont la sœur Guylaine a été tuée par son conjoint. La vie de Sandrine Bouchet a basculé un jour de septembre 2017, quand sa petite sœur Guylaine est assassinée par son conjoint, immolée par le feu en présence de leur fille. Il y avait des signes avant-coureurs, mais ce qu'on appelle les signaux faibles. Quand elle me disait certaines choses, qu'il allait la chercher tous les soirs à son travail, elle finissait à 21h, je me suis dit, il est gentil, il veut pas qu'elle rentre toute seule, c'est dangereux. Là, elle a dénoncé des choses que moi je prenais pour de la gentillesse de sa part à lui. Or, c'était du contrôle, mais j'étais pas formée et je m'en suis rendu compte bien après. Au lendemain de la mort de sa sœur, Sandrine Bouchet fonde une association pour faire de la prévention, mais aussi pour accompagner les familles touchées par un féminicide qui ne bénéficient alors d'aucun accompagnement spécifique. Aujourd'hui en France, les enfants de féminicide, ils sont laissés sur le bas-côté de la route. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Enfin, rendez-vous compte, ma nièce, elle a vu sa maman immolée sous ses yeux. On lui a proposé aucun accompagnement psychologique. Un abandon, symptôme pour Sandrine du retard de toute la société en matière de lutte contre les féminicides. En 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. En moyenne, un féminicide survient tous les 3 jours en France. Si policiers et gendarmes se sont formés pour mieux détecter les situations de danger, selon Sandrine, c'est au niveau de la justice que le bât blesse. Ce qu'on explique aux familles, c'est que ce ne sont pas les policiers ni les gendarmes qui classent les plaintes. C'est les magistrats. C'est encore très compliqué d'accéder au centre de formation pour venir effectivement expliquer le contrôle coercitif, d'expliquer l'emprise. Voilà, quand nous on accompagne des femmes et que la magistrate dit à la victime et à l'agresseur « bon maintenant vous allez vous calmer » et qu'elle met du coup sur un même pied d'égalité et la victime et l'agresseur, il y a quand même un problème. Donc il faut effectivement que la magistrature aussi se forme. L'association de Sandrine Bouchet milite enfin pour sensibiliser les jeunes et appliquer la loi qui prévoit en théorie depuis 2001 des cours sur l'égalité et l'éducation affective et sexuelle à l'école. Les féminicides en France, retour sur ce qu'on peut peut-être qualifier d'échec collectif. En tout cas, c'est l'une des questions que je poserai à mes invités. Laurence Rossignol, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, ici au Sénat. Éric Corbeau, bonsoir. Bonsoir. Procureur général près de la Cour d'appel de Poitiers. Emmanuel Daoud, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et coprésident de Lawyers for Women. On est également en duplex avec Émilie Chandler, qui est députée Renaissance du Val d'Oise, co-autrice du plan Rouge Vif, améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales, avec la sénatrice Dominique Vérien. Bienvenue à vous. Et Mathieu Croissando, évidemment, est resté à mes côtés. Je vais, pour démarrer, ouvrir ce débat, rappeler ce constat en 2022. En France, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. On a regardé, on a remonté un peu les années précédentes. C'était 113 en 2021, 102 en 2020, 153 en 2019, 123 en 2018. On pourrait continuer, Laurence Rossignol. Pourquoi y a-t-il toujours... Enfin, on n'y arrive pas, quoi. Pourquoi y a-t-il toujours autant de féminicides dans ce pays? Échec collectif, j'employais ce terme tout à l'heure. Oui, enfin, pourquoi le patriarcat résiste malgré maintenant presque une centaine d'années de féminisme? Pourquoi la violence des hommes continue de s'abattre sur les femmes et les enfants? Pourquoi le mode de relation de certains hommes avec les femmes, c'est le développement de leur instinct de propriété, c'est l'insupportabilité pour eux de la liberté des femmes, pourquoi les cultures continuent de banaliser les violences, continuent de promouvoir la violence entre les femmes et les hommes, pourquoi la pornographie éduque nos enfants à la sexualité. Donc vous nous dites je ne mélange pas tout, je pense qu'il y a un continuum dans ces violences.
que finalement c'est une culture profondément ancrée dans nos sociétés. Ce qui est terrible avec les violences faites aux femmes, c'est que c'est une culture qui est ancrée dans de nombreuses sociétés sur la planète. La France, et que s'il y a quelque chose qui est assez universel dans la condition des femmes, qu'elles soient riches, qu'elles soient pauvres, qu'elles soient dans un pays développé, dans un pays moins développé, où qu'elles soient, elles sont toutes exposées de la même façon aux violences sexuelles et à la violence des hommes. Et nos civilisations sont bâties sur la différenciation des sexes et la hiérarchie des sexes. Nos civilisations sont bâties sur le fait que les hommes sont supérieurs aux femmes, ils en sont les propriétaires, et les femmes luttent pour leur émancipation, et que cette lutte est une lutte violente, parce que dans chaque féminicide... on dit toujours il y a plus de 100 féminicides, 120. Mais chaque féminicide est une histoire. L'histoire d'une femme. Et c'est souvent l'histoire d'une femme qui a voulu être libre. C'est ça qu'on a dans de nombreux féminicides. Des femmes qui ont décidé de partir, qu'elles ne supportaient plus la coercition, des violences. Il n'y a pas toujours eu des violences préalables, même pas des violences physiques. C'est pas forcément le coup de trop, mais ce qu'il y a certain, c'est qu'à un moment donné, les femmes ont dit « je veux vivre libre ». Et que les hommes avec lesquels elles vivent ne supportent pas cette liberté. Et je finirai juste là-dessus. En fait, tout ce contexte, tout cet écosystème de la violence, il se niche dans beaucoup de nos tolérances quotidiennes à l'égard de la violence envers les femmes. D'où cette difficulté, effectivement, à trouver des solutions. Mais on va voir qu'il y a quand même un travail qui est fait, et des solutions, en tout cas, esquissées. Est-ce que vous parlez d'un manque de moyens ou de volonté politique, Éric Corbeau ? Alors, vous avez raison dans votre introduction de parler de questions collectives, comme vient de dire Madame la sénatrice. Souvenons-vous, il n'y a pas si longtemps, le meurtre de Nadine Trintignant, toute la presse titrait un drame de l'amour. Oui, un crime passionnel. Un crime passionnel. On était encore là, il n'y a pas si longtemps, dans cette sémantique. Le féminicide, vous l'utilisez dans le titre de votre émission. Ça fait pas très longtemps et même le comptage des féminicides, ça fait quelques années seulement qu'on y est. Donc il y a effectivement une question systémique sur les rapports. Vous avez dit Nadine Trintignant, c'est Marie Trintignant. Marie Trintignant, pardon. Vous avez raison. Vous avez compris. Il y a une question systémique sur effectivement les relations hommes-femmes et les violences au sein du couple. Et il faut travailler là-dessus. Et nous travaillons là-dessus. La volonté politique, vous l'avez rappelé, le rapport rouge vif de Madame Verrien et de Madame Chandler, qui date de cette année, a été un révélateur de ce que l'on pouvait faire, de là où on devait aller et comment on pouvait progresser. On a progressé dans les dernières années, on a progressé dans la formation des policiers, des gendarmes. C'est toujours pas parfait, mais on l'a entendu dans votre reportage, mais il y a des progrès immenses qui ont été faits. Des moyens ont été donnés aussi à l'institution judiciaire, des moyens humains. Dans le plan de moyens pour la justice, une partie va être consacrée aussi à ce sujet. Et pourtant, il n'y a pas une baisse majeure. Je ne suis pas obnubilé par le nombre, mais quand même, on reste à des niveaux qui sont à peu près les mêmes. On a progressé avec le bracelet anti-rapprochement qui date de maintenant 4 ans. Voilà, on a des outils qui avancent. Il faut qu'on continue, il ne faut pas s'exonérer, j'exonère rien. Je dis juste qu'il faut continuer à progresser. La progression, elle est sur la formation, ça a été dit dans le reportage, mais c'est vrai. Formation des magistrats, formation des enquêteurs sur les signaux faibles. On y reviendra évidemment. Et ça, c'est important. Sur ces 118 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, alors effectivement, il y a autant de cas et de drames, et c'est intéressant de voir effectivement celles qui avaient alerté ou pas, comment ça s'était passé avant. 37 avaient déjà subi des violences, 24 les avaient signalées aux forces de l'ordre, 19 avaient déposé plainte et 3 faisaient l'objet d'un dispositif de protection. Emmanuel Daoud, dans certains cas, les signalements, les plaintes n'ont pas suffi. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une faille et si oui, où ? Je ne vais pas commenter des dossiers que je ne connais pas. Sur le contexte général. Le contexte général, il y a un effort de formation. Les policiers et les gendarmes sont de mieux en mieux formés. Par exemple, les femmes victimes sont accueillies préférentiellement par des agents de police ou des gendarmes femmes. C'est important aussi d'avoir cette
cette orientation, on peut se sentir plus en confiance. Il y a des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements donnent parfois lieu à des sanctions disciplinaires, mais je ne voudrais quand même pas généraliser en disant que tout va mal. Il y a eu des progrès considérables et on les a constatés, nous, praticiens du droit. Je parle des avocats et des avocates. Oui. Et cet effort de formation, il doit aussi porter sur, par exemple, la profession d'avocat, parce que lorsque nous accueillons des femmes qui se disent victimes de violences, il faut aussi que nous soyons en mesure, nous, de détecter les signaux faibles, l'urgence qui doit s'imposer, le fait d'alerter immédiatement le parquet ou pas. Alors, il y a eu des dysfonctionnements. La police ou la justice s'en est chargée pour certaines procédures. Et je n'ai pas d'explication qui soit une explication mécanique et générale. Mais il faut voir aussi la pression qui s'exerce sur nos policiers, sur nos gendarmes, le stress que cela peut générer, le manque de moyens, la culture du chiffre. Et parfois, il y a eu des professionnels de la police ou de la gendarmerie qui n'ont pas suffisamment écouté. C'est une réalité, mais encore une fois, je ne peux pas généraliser. Émilie Chandler, l'une des 118 victimes de cette année 2022 disposait d'un téléphone grand danger. Pour 2 autres, le conjoint ou l'ex-conjoint faisait l'objet d'un contrôle du judiciaire. Évidemment, ces systèmes mis en place, et heureusement, ont fonctionné pour beaucoup d'autres femmes, mais parfois ça ne suffit pas. Comment vous l'expliquez, ça ? Alors déjà, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il y a encore quelques années, on ne parlait pas de féminicide, on parlait de crime passionnel, donc le comptage n'était pas bon. On ne savait pas compter les femmes victimes de féminicide. Aujourd'hui, on avance, on progresse en marchant finalement. On parle de féminicide, on a déplacé un petit peu le curseur dans l'analyse des chiffres. On parle finalement aussi de foyer, on parle de continuum de violence, on parle de contrôle coercitif, on parle de formation, on parle finalement des nouveaux outils mis à disposition des professionnels. Alors, nous, ce qu'on veut éviter, c'est un trou dans la raquette. On est bien d'accord qu'un téléphone grave danger, ça doit fonctionner, un bracelet anti-rapprochement, ça doit fonctionner. On voudrait que ça fonctionne de manière absolue. On travaille à améliorer les dispositifs en continu. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que de temps en temps, ça ripe encore un peu. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde travaille dans le même sens. Il y a des moyens qui sont donnés. On en fait une politique publique. Mais pour ça, il faut continuer et ne pas lâcher pour toujours, finalement, travailler à ce que la violence sorte des foyers, la violence sorte de la société. Parce que, comme le disait Laurence Rossignol tout à l'heure, la difficulté, c'est que la violence envers les femmes, elle est partout et en continu. Donc, comment on fait pour lutter contre ça ? On se mobilise tous et on continue à travailler les sujets. Le plan Rouge Vif fait des recommandations, des préconisations. Vous avez les pôles qui seront effectifs à compter du 1er janvier. Il y aura aussi une proposition de loi sur l'ordonnance de protection d'urgence qui devrait être analysée. Il faut continuer pour donner les meilleurs outils. On y reviendra là-dessus, évidemment. Les pôles spécialisés, ordonnance de protection, un certain nombre de mesures qui sont déjà mises en œuvre ou qui sont dans les tuyaux, si j'ose dire. Je vous propose dans ce débat de s'appuyer sur plusieurs témoignages. Et on va écouter tout de suite Lucien Douib. C'est le papa de Julie. Elle a été tuée par son ancien compagnon. Écoutons-le. Je connais. Mais encore une fois, le problème de ces 100 et quelques victimes qui sont parties cette année, c'est qu'on est toujours dans le même principe, c'est qu'elles ont le courage de porter plainte et que quand elles sortent du commissariat de police, elles sont seules. C'est cet accompagnement qui est important, parce que pour moi, je dis bien, parce que quand elles ressortent d'un commissariat, elles ne savent pas où aller. Soit elles retournent à la maison et c'est l'enfer, soit elles se retrouvent à la rue. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, je le reconnais. Mais pour moi, la chose principale, c'est de ne pas les laisser sortir seules des commissariats de police. Laurence Rossignol, on est dans le cas d'un féminicide post-séparation. C'est-à-dire que Julie, elle avait quitté cet homme qui est aussi le père de ses enfants. Et qu'est-ce qu'on peut faire là ? Comment on peut mieux accompagner ces femmes qui ont le courage de porter plainte ? Son papa dit que quand elles sortent du commissariat, elles sont seules. Oui, et déjà ça sous-entend qu'au commissariat, ce qu'elles avaient à dire a été entendu et pris en compte. En fait, sur la question sur les féminicides, on progresse énormément dans la connaissance. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a
de 10 ans, 10-12 ans, ça n'intéressait personne. C'était des faits divers, les féminicides, et puis une espèce de fatalité. Voilà, ça fait partie du risque d'être une femme. Voilà, il y a une fatalité. Les femmes peuvent être tuées par leur conjoint qui les aime trop et qui les aime tellement qu'il les tue. Donc, on avance dans la compréhension de ce qu'est un féminicide. Et effectivement, dans les violences post-séparation, les féminicides, on a encore beaucoup à travailler, je crois, parce que c'est un élément important. Et tout est lié. La question des enfants, de la garde des enfants, les pressions qui sont faites sur la mère, les infanticides, parce qu'il y a une autre façon de tuer une femme, c'est de tuer ses enfants. Voilà, c'est sa mort psychologique et affective. Je dis ça parce qu'il y a encore peu de temps, il y a eu un triple infanticide terrible dans mon département, dans le Val-de-Marne, qui a eu lieu post-séparation. Et les enfants étaient partagés entre le papa et la maman de manière non judiciarisée. C'est un arrangement conventionnel entre eux. Mais cette dame était allée 2 fois signaler au commissariat que ça se passait mal au moment du passage de bras, au moment de la remise des enfants. 2 fois au commissariat signaler ça. Alors, elle n'avait pas déposé de plainte, elle avait juste fait une main courante. Normalement, ça devrait être un point d'alerte essentiel. Ce sont les signaux faibles dont on parlait. Ce sont les signaux faibles, parce que les enfants sont l'objet des transactions toxiques qui se font sur les mères. Donc, on comprend mieux. Il y a le film absolument formidable qui est Jusqu'à la garde, où dans la première scène, une femme, tout en elle, exprime la peur. Et la JAF qui est en face d'elle, la juge aux affaires familiales, pardon, qui est en face d'elle, ne comprend pas ce que cette femme dit avec son langage corporel. Et puis on a encore dans la justice civile, beaucoup trop une culture qui est beaucoup trop une culture du maintien du lien avec le père, de la suspicion. Je dirais une chose qui est importante, c'est la suspicion sur la parole des femmes. Les femmes, ça existe encore. Mais bien entendu, moi je ne connais que les dossiers qui se passent mal, les cas douloureux, quand les choses se passent bien, les gens viennent pas me voir. Mais j'ai beaucoup de dossiers dans lesquels les femmes, alors elles sont pas l'objet d'un féminicide, celles-ci, mais elles sont l'objet de ces fameuses violences post-séparation, et dans lequel les pères poursuivent les femmes pour délit de non-représentation d'enfants, où les enfants sont le moyen de continuer d'exercer la violence sur la mère. Or, de tout cela, sur tout cela, on a encore beaucoup à apprendre et à former les magistrats et les policiers. Votre avis là-dessus, le délit de suspicion ou cette façon de ne pas croire les femmes, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vos clientes vous l'ont exprimé, ça, plusieurs fois? Bien sûr, de toute façon, quand un homme et une femme s'affrontent dans une enceinte judiciaire, parce que c'est la traduction de violences qui peuvent se dérouler dans le couple, ou post-séparation, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et dans la dialectique judiciaire, on va mettre en cause la parole de la femme. Et moi, ce qui m'apparaît très important, c'est ce que vous disiez, madame, c'est que il y a un continuum des violences qui sont exercées sur les femmes au travers des enfants et au travers de la fixation de la résidence et de l'hébergement, ou plus exactement des modalités de droit de visite ou pas du père. Et je le dis sans esprit de polémique, il y a une difficulté, me semble-t-il, que ça soit du côté des juges des enfants comme des juges aux affaires familiales, d'appréhender la globalité de ces violences et de toujours tenter, ou de tenter parfois, je vais essayer d'être plus nuancé, de préserver, comme si c'était un mantra, le lien entre le père et les enfants, sans se rendre compte qu'il y a une situation de violence qui peut dégénérer évidemment sur les enfants. Et parmi les statistiques que vous avez citées, sur ces 118 féminicides, il y a 12 enfants qui ont été tués. Donc on voit bien que ces dossiers dramatiques concernent aussi les enfants. Je vais vous donner la parole parce qu'évidemment ça vous fait réagir, mais je voudrais retourner vers Émilie Chandler parce que vous aviez déposé, je crois que c'était il y a 1 an, une proposition de loi, vous y avez fait allusion tout à l'heure, pour allonger la durée de l'ordonnance de protection. Alors là, ça pourrait être utile, j'imagine, dans le cas de violences post-séparation. Expliquez-nous. Alors en fait, c'est prévoir une ordonnance
une ordonnance de l'urgence dans l'ordonnance de protection des 6 jours, c'est-à-dire une ordonnance qui pourrait être prise sous 24 heures par un magistrat, qui serait une ordonnance accessoire à l'ordonnance de 6 jours, mais qui permettrait vraiment au magistrat de prendre les mesures immédiates pour permettre à la femme de partir dans les meilleures conditions ou de rester dans les meilleures conditions pour justement trancher les sujets des enfants, du domicile, vraiment en urgence. Parce que la femme ne doit pas avoir peur. La femme ne doit pas avoir peur de sortir du commissariat après avoir déposé plainte. Elle ne doit pas être seule. Nous avons mis en place le PAC Nouveau Départ pour qu'elle puisse être accompagnée, mais cette femme doit pouvoir être libre de partir. Une femme part définitivement au bout de 7 tentatives de départ en France. C'est grave de se dire ça. Il faut la rassurer et dire à toutes les femmes qu'elles peuvent partir, qu'elles peuvent quitter la violence, qu'elles doivent quitter la violence pour se protéger, pour protéger leurs enfants et que la justice doit les protéger. Éric Corbon, et ça repose la question, vous l'évoquiez à l'instant, de la première réponse qui peut être parfois policière, qui peut être ensuite judiciaire. Si effectivement l'objectif c'est de maintenir à tout prix le lien père-enfant, bon. Vous avez raison. Première chose, il faut former les magistrats, les fonctionnaires de police, les gendarmes, mais aussi les magistrats. Ça se met en place. L'École nationale de la magistrature va offrir à partir de cette année une formation spécifique sur les concepts qui sont à l'œuvre. L'emprise, le contrôle coercitif, qu'est-ce que c'est pour que les magistrats le connaissent. Et les pôles vifs qui vont permettre aussi donc ça, à chacun... Donc spécialisés, c'est ça? C'est-à-dire qu'au sein des juridictions, on va spécialiser des magistrats sur ces questions. Aussi bien des juges civils que des juges pénaux. C'est-à-dire aussi bien des juges d'affaires familiales, des juges des enfants, des juges correctionnels, qui jugent en correctionnel les violences. Pour que tout ce monde-là, tous ces collègues, sortent de leur couloir de nage et que l'on n'ait pas les difficultés qu'on évoquait avec ces notions, oui certes il est violent vis-à-vis de sa femme, mais finalement c'est peut-être un bon papa, on va lui laisser les enfants, et avec le passage de bras qu'on vient d'exposer et les limites que ça comporte. Donc voilà, je vous donne un exemple. À la Cour d'appel de Poitiers, ce que nous allons mettre en place à compter du 1er janvier, c'est que nous allons juger dans le même temps, à la même audience, par les mêmes juges, les affaires civiles, c'est-à-dire le divorce qui se passe mal, et l'affaire pénale, oui, il a tapé sa femme. Et c'est les mêmes juges qui vont juger la personne en même temps, à la même audience. Voilà, pour qu'on sorte de cette difficulté. Avec des mesures de protection. Bien sûr, les mesures de protection, de la femme, l'ordonnance de protection, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement sont toujours des outils qu'il faut continuer à développer. Et une notion qu'il faut développer aussi, je termine là-dessus, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le contrôle coercitif. Alors on y reviendra un peu plus tard si vous voulez, parce que moi c'est une notion que j'avoue, je ne connaissais pas ces termes, et donc je pense que ce sera intéressant il y a du contrôle coercitif. On expliquera ce que c'est dans un instant. Mais je voudrais vous entendre, Laurence Rossignol, je voudrais vous entendre sur cette idée prolonger l'ordonnance de protection. Alors, à ma connaissance, c'est pas encore dans la loi. Pourquoi ça coince? Est-ce que... Alors, depuis 10 ans, on a progressé dans la prise en charge des féminicides et des violences intrafamiliales plus généralement. Pour autant, il y a des problèmes de méthode. Comment on a légiféré au cours des 5-6 dernières années, par proposition de loi, par petits bouts. D'abord, je trouve ça très déstabilisant pour les magistrats que la loi change continuellement sans jamais être inscrite dans un grand cadre. Moi, j'attends depuis plusieurs années, depuis le Grenelle, depuis MeToo, à partir de 2017, on a une poussée de mobilisation. Je rappelle quand même que tout cela est dû essentiellement aux militantes féministes. Qui a commencé le comptage? C'est pas les pouvoirs publics. Ce sont des militantes féministes avec des comptes. Qui a commencé à dénoncer la manière dont on qualifiait les féminicides en crimes passionnels? Ce sont les militantes féministes. Et donc vous dites qu'il n'y a pas de réponse globale. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe là, c'est quand même essentiellement sous l'impulsion des associations et des militantes féministes. Alors, les pouvoirs publics, effectivement, prennent le relais et essayent de traduire en politique publique ce que les ONG, enfin les militantes, dénoncent et demandent. Mais on aurait dû avoir, depuis le Grenelle, une loi cadre, une grande loi cadre qui traiterait l'ensemble des problèmes. Or, on bidouille, parce que je ne peux pas le dire autrement, on bidouille avec des PPL. Moi, je dépose des amendements systématiquement, entre autres, puisque vous parlez d'ordonnance de protection, pour que sa durée soit allongée. Voilà, qu'on passe à 1 an, et puis on verra si les choses s'arrangent, mais qu'on passe à 1 an. Je me fais systématiquement refuser mes amendements, et puis parfois je les vois arriver
3 mois après, 4 mois après, dans une autre proposition de loi. Alors, la proposition de loi, c'est devenu le moyen de légiférer sur les violences faites aux femmes. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il nous faut tout. Oui, on va continuer à en parler. Mathieu, je me tourne vers vous avec cette question. Est-ce qu'il y a derrière ce nombre de féminicides une faillite des pouvoirs publics, un échec politique ? Quand on constate le nombre de meurtres, on ne peut répondre que oui. Pour le dire autrement, en termes d'obligation de résultat, c'est-à-dire l'attente légitime de la population, des associations, pour que ce type de tragédie ne se reproduise plus, la réponse est oui, les résultats ne sont pas là. Si on raisonne en termes d'obligation de moyens, c'est-à-dire la somme des décisions, des mesures que donnent les pouvoirs publics à la société pour combattre ce fléau, là, pour le coup, la réponse mérite d'être nuancée, parce qu'on a commencé à le dire depuis le début de ce débat. Beaucoup de choses ont été faites depuis 10 ans, et pour ainsi dire, jamais autant de choses n'avaient été faites dans ce pays sur la question des violences faites aux femmes en général et des féminicides. On doit en être au 7e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a eu, lors du précédent quinquennat, vous l'avez rappelé, Laurence Rossignol, 4 ou 5 lois de mémoire qui traitaient de cette question. Alors par des biais détournés, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de grandes lois cadres, de grands projets de loi uniquement dédiés à cette question-là. Il y a eu un Grenelle, vous l'avez rappelé, en 2019. Ça a été la grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et c'est encore la grande cause du quinquennat. Il y a des mesures qui ont été prises, je le disais, des circulaires qui ont été publiées. Vous l'avez rappelé, des personnels qui ont été formés, des policiers, des gendarmes, maintenant des magistrats, des outils qui ont été mis en place. Vous l'avez dit, le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement. Dans la police, les équipes spécialisées ont été lancées. Dans la justice, les pôles spécialisés, vous l'avez dit, ont été aussi créés. Des places d'hébergement ont été créées aussi pour les femmes en danger. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Alors qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Il y a sans doute plusieurs aspects. Pour plusieurs aspects, quand on écoute les associations, il y a des questions de moyens financiers, cela. Plusieurs associations soulignent qu'entre l'intention et les actes, il y a parfois encore un fossé. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Je dirais que tout n'est pas encore en place et tout n'est pas encore à sa place. Il faut sans doute aussi combler des failles, peut-être donner une existence juridique au terme féminicide, on va en parler, je ne sais pas ce que ça compenserait ou non, sans doute mieux documenter, poursuivre la connaissance du phénomène, une réalité statistique, mais ce qu'il faut surtout, en fait, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que ces crimes que tout le monde condamne deviennent réellement, aux yeux de nos élus, insupportables et que cela soit érigé en priorité absolue. Et là, pour le coup, on n'y est pas. Et puis, il y a aussi peut-être ne pas tout attendre des élus, mais ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un sursaut à attendre de la société, parce que là encore, il y a un paradoxe. On n'en a jamais autant parlé des féminicides, il n'y a jamais eu autant de livres, de films, d'émissions sur le sujet, mais ça ne suffit pas encore à ce que le corps social, dans son ensemble, fasse de ce crime un tabou, insurmontable. Or, là, c'est encore un plus long travail que de changer, évidemment, que de faire changer les mentalités. Éric Corbeau, est-ce que ça commence par l'éducation des enfants, des parents vis-à-vis de leurs enfants, évidemment, mais aussi à l'école ? Oui, alors je ne suis pas en charge de l'éducation. Non, mais je pense qu'en tant que citoyen, vous avez votre avis. Vous avez raison. C'est une affaire, on l'a expliqué, ça arrive au moment d'une séparation. Souvent, les féminicides arrivent au moment de la séparation. Oui. Une séparation dans un couple, les deux parties souffrent, c'est affreux. Votre conjoint ou votre épouse décide de vous quitter. Les deux souffrent. Le problème, c'est que ce sont seulement les hommes qui tuent la femme. C'est jamais la femme qui tue l'homme. Or, elle souffre, elle aussi, de la séparation, on imagine bien, d'une séparation. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'homme qui tue la femme et jamais le contraire ? C'est donc bien qu'il y a un problème d'éducation à l'égalité, de virilité, je dirais exacerbée, qui fait que, de possession de la femme par l'homme, qui fait que l'homme n'accepte pas que sa femme, à un moment donné, décide de reprendre sa liberté parce qu'il est odieux ou parce qu'il exerce ce contrôle dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, le problème, il est là. Laurence Rossignol. Tout à l'heure, j'ai évoqué le travail des associations, des militantes féministes. Je dois ajouter qu'il y a des militants de la lutte contre les féminicides qui ne sont pas tous dans des associations féministes, mais en écoutant procureur Corbeau, avec sa binôme Gwenola Jolie Cause, on a maintenant des magistrats qui sont investis, qui sont devenus des militants de la lutte contre les féminicides. Il y a des policiers, on a des brigades de gendarmerie. Donc on voit bien quand même que il y a une mobilisation dans la société civile qui est quand même supérieure et qui est importante. Pour autant, je pense que la lutte contre les féminicides, ce n'est pas que de la politique police-justice. Elle suppose que l'ensemble des politiques publiques aillent bien.
Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la justice va pas très bien globalement. Voilà. Il y a les dossiers s'entassent, la justice est en souffrance. Les services sociaux, la protection de l'enfance ne va pas bien. Donc il n'y a pas le travail de prévention, d'accompagnement des familles et de repérage qui est fait. L'école, on a des problèmes aussi. En fait, et j'ajouterais 2 choses, le logement. C'est-à-dire que c'est bien joli, on dit aux femmes partez, mais encore faut-il qu'elles aient un logement. Et là, on construit plus de logement social, on a une crise du logement. Ça impacte aussi la possibilité des femmes de s'extraire de la violence. Donc en fait, on dit oui, on fait beaucoup depuis des années, mais on ne peut pas avancer, avoir des résultats lorsque l'ensemble des politiques publiques s'effondrent autour de celle de lutte contre les féminicides. Et puis les gens vont pas bien. Voilà, on faut quand même le dire aussi, il y a des familles qui dysfonctionnent. On a également. Et enfin, j'ajouterai une dernière chose pour montrer la cohérence. Ouais. Quand on prend le sujet de l'alcool, 50% des féminicides impliquent une alcoolisation, soit de l'auteur, soit de la victime, et parfois des deux. Quand on demande au président de la République de faire des campagnes contre l'alcoolisme, quand aujourd'hui vous avez 200 médecins alcoologues qui demandent qu'on fasse une campagne pour le janvier sec, c'est le dry January, c'est-à-dire qu'on ne va pas... Eh bien, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que les lobbies alcooliers, ceux qui sont pour la promotion de la vente et de la production, de la vente et de la consommation d'alcool sont plus forts que nous qui disons attention, l'alcool est un facteur des féminicides. Donc je voudrais vraiment qu'on attire l'attention là-dessus, parce que depuis 10 ans qu'on parle féminicide, justice, police, je voudrais qu'on attire l'attention sur le fait que c'est l'ensemble des politiques publiques qui doivent être appelées en soutien à la lutte contre les féminicides, sinon on n'y arrivera pas si tout s'écroule autour de celle-là. Alors je vous propose d'écouter, puisque vous nous dites on a un manque finalement de réactivité ou de réponse politique ou de volonté politique de la part d'Emmanuel Macron. Non, mais j'ai bien entendu. Vous donnez un exemple qui est l'alcoolisme en disant on n'a pas vraiment de réponse et de grand plan. Bon, très bien. Et le logement et l'alcool. Oui. Et alors je vous propose, parce que c'est sur un point précis, d'écouter justement une prise de position du président de la République. On est en 2019, il est à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il emploie ce terme de féminicide et il pose la question d'un statut juridique. Écoutons-le. Les féminicides continuent en France comme dans tant d'autres États. Nous devons donner un statut juridique à ce sujet et bâtir une action efficace pour l'éradiquer, encore davantage que nous ne l'avons fait. 2019, c'est la pire année, 153 féminicides recensés en France. Émilie Chandler, donner un statut juridique au féminicide, ça n'est toujours pas fait. Pourquoi ? Alors, ça n'est pas fait parce qu'il y a d'une part, il faudrait changer un texte et effectivement lancer encore un nouveau texte, et je ne sais pas si ce texte-là est dans les tuyaux ou pas, parce que moi, j'ai quand même un enjeu, c'est de dire que les violences intrafamiliales et la lutte contre les féminicides, c'est quelque chose de transpartisan. Je ne suis pas du tout favorable à en faire un outil politique de prise de parole. Je crois qu'on doit tous se mobiliser en essayant d'avancer tous ensemble. Parce que par exemple, sur les associations, on a effectivement le tissu associatif qui a une particularité française, qui fait un travail absolument formidable. Le gouvernement a changé les textes pour que les associations puissent avoir des budgets annuelles avec de la visibilité sur plusieurs années. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir engager des travaux en ayant de la visibilité sur 3 ans en termes budgétaires. Ça, c'est une nouveauté générale pour les associations qui va forcément impacter les associations qui luttent contre les féminicides. Et ça, c'est une politique publique. Mais il y a aussi un point que moi, j'entends pas très souvent et qui ne fait pas plaisir à tout le monde, c'est aussi mettre des moyens pour les victimes, évidemment, mais traiter aussi les auteurs pour éviter la récidive. Parce que combien vous avez auteurs de violences conjugales, de violences intrafamiliales, qui tapent ses gosses, qui tapent sa femme, qui se sépare, qui va faire de la détention ou pas, et qui va recommencer avec une autre parce qu'on n'aura jamais traité le problème. Il y a les addictions d'une part, et puis il y a une prise en charge psychologique des victimes et traiter le sujet de la récidive. Alors, je voudrais... Il y a un autre thème dont on va parler, c'est ce contrôle coercitif dont vous parliez. Je pense que c'est important. Mais quand même, sur cette question d'inscrire le féminicide dans notre code pénal, je voudrais vous entendre l'un et l'autre là-dessus. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que pour vous, ce serait un progrès? Emmanuel Daoud. Si ça permet d'identifier ces homicides qui sont commis par des hommes sur des femmes qu'ils considèrent comme leur propriété et faire que ça soit une prise de conscience
collective plus évidente parce qu'on l'aura mis sur l'autel de la loi et qu'on aura dit il faut l'identifier comme tel, il faut le faire. Je rappelle quand même que nous avons un code pénal qui prévoit que le meurtre, c'est 30 ans de réclusion criminelle et que lorsqu'il y a la circonstance aggravante, c'est écrit dans la loi, de meurtre commis par un conjoint ou un concubin ou un ex-conjoint ou un ex-concubin, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Donc, ce sont des sanctions pénales qui, a priori, sont dissuasives. Et on voit que ça n'empêche pas d'endiguer ce flot récurrent de malheureusement, plus d'une centaine de victimes de féminicides chaque année. Donc, si ça permet d'un choc des consciences, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr que cette modification soit à elle seule suffisante. Je vous pose la même question, Éric Corbeau. Je partage l'avis qui vient d'être exprimé. C'est pas le plus important, inscrire le mot féminicide dans notre code pénal. Mais qu'on ose utiliser cette sémantique, et vous le faites ce soir, le titre de cette émission, c'est les féminicides. Il y a 5 ans, lorsque nous utilisions ce terme, on levait les sourcils quand même, en disant mais comment ? Donc maintenant, la sémantique est forte, elle est présente et on l'utilise. La symbolique serait également forte de la traduire dans le code pénal. Elle n'est pas nécessaire pour travailler sur ce sujet, mais je crois que ce serait une symbolique forte. Pas nécessaire, mais une symbolique forte. Alors, en tout cas, ce mot, il faut continuer à l'utiliser. Vous nous avez parlé des signaux faibles, pistes d'amélioration, objectifs pour les policiers, les gendarmes, les magistrats. C'est ce que nous dit justement cette policière qui est référente violence intrafamiliale dans le département des Yvelines. On l'écoute. On prend toutes les plaintes, on n'a pas le droit de refuser une plainte. J'espère que ça n'arrive plus, mais je suis consciente que malheureusement ça peut encore arriver. Mais ça, il faut que ce soit signalé. On prend toutes les plaintes. Et après, ce qu'on leur fait comprendre aux collègues, c'est aujourd'hui on travaille beaucoup sur la notion d'emprise, de contrôle coercitif et comment on pourrait dire, de tout ce qui se passe avant un féminicide, pour que justement on n'arrive pas à ce féminicide. Tous les petits signaux faibles qui pourraient nous dire, on a par exemple le questionnaire d'évaluation du danger, où là c'est pas quelque chose qui doit être rempli sur un bout de table en 2 minutes. Il faut vraiment prendre conscience de tout ce que nous dit la victime, et c'est tous ces signaux faibles, voire signaux forts additionnés, qui vont nous faire dire attention, là il y a vraiment danger, quoi. Il y a risque de passage à l'acte. Et Emmanuel Daoud, c'est quoi le contrôle coercitif ? C'est une forme d'emprise, en fait ? Oui, c'est une forme d'emprise qui va de je porte un contrôle sur la façon dont ma femme est vêtue, de contrôler ses sorties, de ne pas la laisser s'exprimer en public. Enfin, c'est tous ces petites contraintes et soumissions au quotidien qui font que. Pardon ? L'isoler, la couper de ses amis et faire en sorte qu'elle soit, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ma propriété, qu'elle ne sorte pas de chez moi, sauf si je l'accompagne, ou sauf si je la laisse sortir. Mais il y a d'éminents spécialistes autour de la table. Je lisais plusieurs témoignages là-dessus en préparant l'émission. C'est par exemple une femme qui avait l'interdiction de mettre du vernis en dehors de chez elle, c'est-à-dire et qui panique un jour avec une collègue en disant oh là là, j'ai du vernis, il faut que tu me le retires avant que je rentre chez moi. Enfin voilà, c'est un exemple, il y en a évidemment des milliers d'autres. Si vous permettez, dans notre entourage, on a pu rencontrer des femmes libres, indépendantes, qui vivaient leur vie de femme comme elles l'entendaient, et heureusement, et qui, après s'être paxées, mis en concubinage ou mariées, changeaient totalement de façon d'être et s'éteignaient littéralement. Et c'est bien les entourages qui doivent agir. Ce sont bien celles et ceux qui les entourent qui disent attention. Mais je ne veux pas être dans le rôle de Yaka Faucon, c'est complexe. Mais on voit bien ça, on l'a tous vu dans nos entourages. Mais c'est intéressant, me semble-t-il. Moi, j'avoue humblement, je ne connaissais pas ce terme, je le redis, et je pense qu'on est face à un échec collectif et donc face à une responsabilité, face aux signaux faibles, qui peut être une responsabilité collective. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Éric Corbeau. Il y a quelques jours, on a fêté les 75 ans de la Charte européenne des droits de l'homme. Le contrôle coercitif, c'est la privation des droits humains derrière la porte de l'appartement, à l'intérieur de l'appartement, au sein du couple. C'est l'homme qui prive sa conjointe ou sa compagne de ses droits humains, de voir qui elle veut, de s'habiller comme elle veut, de se déplacer comme elle veut. Nous avons à Poitiers étudié 80 dossiers de féminicide, 20 ans de féminicide sur notre ressort. Avec la docteure Delbray, qui est une médecin légiste engagée sur ce sujet. On a travaillé là-dessus avec Madame Jolicoeur, la première présidente. Dans tous les cas, il y avait du contrôle coercitif avant le passage à l'acte. C'est-à-dire tous ces éléments qui viennent d'être évoqués, de contrôle et de maîtrise de la personne, de l'autre, du couple. Et
Et là, plusieurs législations en Europe, en Écosse par exemple, la Belgique s'y intéresse, ont fait passer une incrimination. Il y a une incrimination dans le code pénal qui s'appelle le contrôle coercitif. Je crois que là, il y a une marche à gravir pour peut-être arriver à une définition légale et qui permettrait d'englober beaucoup plus de situations et peut-être aussi d'avoir un côté beaucoup plus prédictif et préventif de ces situations de féminicide. Je vous donne la parole tout de suite, je me tourne vers Émilie Chandler sur cette idée, le contrôle coercitif. Est-ce que, comment le détecter? Est-ce qu'on a les outils juridiques? Vous nous dites que pour l'instant, on ne les a pas vraiment pour finalement se servir d'un fait de contrôle coercitif pour empêcher une dérive vers la violence. Alors, on a de la chance aujourd'hui d'avoir des chercheurs et des chercheuses qui font un travail incroyable. Vous avez cité Gwenola Joly-Coz, il y a aussi Andrea Vintila, qui travaillent sur le contrôle coercitif, qui nous permet de mieux appréhender les contours. Parce qu'en fait, le contrôle coercitif, c'est juste avant l'emprise. Donc, c'est vraiment les premiers signaux. Alors, c'est quelque chose de très difficile à détecter. Il faut évidemment que policiers et gendarmes soient formés donc, dans les grilles d'évaluation du danger du ministère de l'Intérieur. Maintenant, de manière généralisée, vous avez les critères du contrôle coercitif pour que lors de la première plainte ou main courante, ça puisse être détecté très tôt. Mais avant ça, je pense qu'il faut aussi faire de la sensibilisation au sein des entreprises parce que cette femme qui est isolée, souvent, elle a encore un travail. Et on se rend compte en parlant avec les entreprises, avec les référents vifs des grandes entreprises, qu'il faut qu'il y ait aussi des détecteurs possibles qui peuvent relever ces signaux faibles pour les signaler et pour aider à la détection. Parce que c'est uniquement si on détecte suffisamment tôt qu'on va pouvoir éviter les drames. Donc vraiment, moi je pense qu'il faut travailler cette notion de contrôle coercitif, en parler de plus en plus et voir comment on peut donner les meilleurs outils aux professionnels qui ont à traiter les dossiers. Laurence Rossignol. Oui, mais en fait, je trouve pas ça si difficile que ça. En fait, il y a deux approches. Il y a deux angles de vue. Il y a l'angle de vue judiciaire, c'est-à-dire comment, dans la justice, on va utiliser le contrôle coercitif. Et puis, il y a ce qui nous implique chacun de nous, en tant qu'être humain, citoyen, au quotidien. Combien de fois ça nous est arrivé aux uns ou aux autres de sortir d'un dîner et de se dire « j'aime pas la manière dont ce mec-là parle à sa femme. J'aime pas la manière. Il y a quelque chose qui me gêne terriblement. » Et bien là, quand vous sortez d'un dîner et que vous dites ça, vous pouvez être à peu près sûr que vous avez en face de vous un homme qui exerce du contrôle coercitif et que vous avez senti ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais attendez, après c'est ça. Alors moi j'ai assez confiance. Parce que c'est difficile, il y a toujours cette gêne, se dire je vais m'immiscer dans la vie d'un couple, etc. J'ai assez confiance dans le service public de l'audiovisuel et je trouve que France Télévisions produit des téléfilms qui sont absolument remarquables pour populariser toutes ces choses-là, les féminicides, les viols, les violences sexuelles, tout ça. Donc, il faut... Il y a un film, notamment une série qui s'appelle Sambre. La série Sambre, c'est absolument remarquable sur comment la police accueillait les victimes de viol il y a 40 ans, 35 ans. Mais on a besoin d'en parler. Et puis, à un moment donné, on se demande, nous, on est des êtres humains, comment on se comporte avec les autres êtres humains? Quel est notre devoir dans la vie par rapport aux autres? Il faut former les gens par le biais des grands médias. Et puis après, il faut un peu de courage dans la vie. Voilà, on ne peut pas faire fonctionner une société en comptant uniquement sur les institutions publiques, sur la justice, sur la police. Quel est notre courage propre à chacun d'entre nous? De décrocher notre téléphone, d'appeler cette femme, d'aller voir des gens qui la connaissent, de dire « je crois qu'il y a un problème ». En fait, autrefois... Dernier mot. Un mot. Quand des femmes étaient frappées à la maison, les gens se disaient « ça ne nous regarde pas, c'est derrière la porte ». Maintenant, ils appellent la police. C'est quand même des choses qui ont changé. Eh bien, il faut aller plus loin là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre nos responsabilités à l'égard des victimes et savoir repérer les signaux faibles. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et en duplex. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. Votre prochain rendez-vous sur notre antenne de la matinale. Oriane Monsigny reçoit Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste ici au Sénat. Bonne soirée.